Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour des raisons d'accessibilité et de bonne compréhension des idées défendues, un grand nombre d'exemples et d'illustrations ont été sélectionnés principalement dans le monde politique et médiatique. Que les personnes concernées veuillent bien ne pas nous en tenir rigueur. Citation. Mieux vaut voler avec l'aigle que gratter avec les poules. Proverbe ivoirien. 1. Mise en bouche, les pieds dans le plat. Le corps. Je ne sais plus du tout pourquoi ma grand-mère m'avait parlé de cela, mais je me souviens qu'elle m'avait raconté que, jeune fille, lorsqu'elle prenait une douche, c'était en chemise de nuit. Son cas n'était apparemment pas isolé, si j'ose dire, mais il semblerait que les règles de bienséance interdisaient au début du siècle dernier qu'une jeune fille bien éduquée regarde ou touche son corps dénudé, même sous la douche. Il y aurait à redire sur le bien-fondé et le paradoxe d'un tel interdit. Personnellement, j'y vois plus la préfiguration du syndrome du t-shirt mouillé. Les Français, notamment au XIXe siècle et lors de la première moitié du XXe siècle, n'accordaient que peu d'attention à la toilette du corps, alors que beaucoup d'autres nations se comportaient différemment. La réputation de saleté des Français n'était peut-être pas totalement infondée. Les salles de bain, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, étaient souvent inexistantes en France, non seulement dans les campagnes, mais également dans les appartements en ville. La toilette se faisait en général avec une bassine et un broc, les miroirs étaient de petite taille, voire inexistants, et l'intervention se déroulait bien rapidement dans la cuisine. Notre éducation, compte tenu de nos valeurs chrétiennes et notamment catholiques, était particulièrement prude. Les jeunes adultes ne devaient pas se voir, se regarder. Le miroir était parfois totalement interdit, pour éviter les tentations. On disait d'ailleurs parfois à un enfant « Arrête de te regarder dans la glace, tu vas faire sortir le diable ». Ainsi, longtemps le corps a été considéré comme suspect. Il ne fallait pas trop se regarder au risque de commencer à pécher. D'ailleurs, une trop longue station d'un jeune homme devant un miroir était encore jugée sévèrement, voire punie, dans les règlements des pensionnats religieux de l'entre-deux-guerres, note Jean-Jacques Courtine dans Histoire du corps. Au fil du temps, cette pesanteur religieuse nous a donc appris à l'ignorer. Ne pas se regarder, ne pas se toucher, ne pas s'utiliser, à l'exception de la pratique du sport. Or, une activité devenue stratégique au XXIe siècle nécessite l'utilisation de son corps, au même titre que le sport ou la danse, la prise de parole en public. Contrairement à ce que certains peuvent penser, il ne s'agit pas là d'une prestation essentiellement intellectuelle, mais aussi d'une prestation physique. La prestation intellectuelle est en grande partie réalisée en amont, dans la sélection, la configuration et la mise en forme des idées. La délivrance du message est d'abord un exercice physique qui nécessite, on en ignore généralement l'ampleur, l'emploi de tout son corps. Trop souvent les non-initiés considèrent qu'il s'agit seulement d'ouvrir la bouche pour laisser sortir une logorrhée de sons. Il n'en est rien. Prendre la parole, c'est s'exprimer physiquement, c'est véritablement une activité quasi sportive et impliquante. Dans cet exercice, l'important n'est pas la prose, mais le corps, puisque c'est par là que passera ou ne passera pas le message. La formation des dirigeants des grandes entreprises à la communication étant l'activité de mon entreprise, j'ai longtemps été étonné de constater la crainte que ceux-ci avaient à s'utiliser physiquement, à s'impliquer dans leur message, à exprimer avec leur corps une sensation, faire vivre un ressenti ou partager une émotion. Réserve, gêne, pudeur, éducation en sont certainement les causes. Les gestes sont rares, voire totalement absents. Quand ils existent, ils sont le plus souvent près du corps, dans la zone que délimite le mouvement des avant-bras, les bras généralement collés au tronc, et se terminent rapidement par un auto-contact des mains. Ces dirigeants avancent une multitude de justifications. Je suis bien comme ça, moi je fais très peu de gestes, je ne veux pas avoir l'air d'un guignol, faire trop de gestes, je veux rester naturel. Rapidement nos consultants leur expliquent que s'ils estiment être bien comme cela, le récepteur, c'est-à-dire l'interlocuteur ou le public, lui, n'est pas forcément bien à le voir comme cela. L'essentiel n'est pas ce qu'ils considèrent comme étant bon pour eux, mais bien le message perçu par l'auditoire. On a longtemps pu considérer qu'une bonne éducation interdisait à une personne de bonne famille de laisser échapper l'expression d'une quelconque émotion notamment par sa gestuelle.
les dirigeants sont visiblement souvent de ce bord-là. Le président d'une des entreprises du CAC 40, connu pour son apparente rigueur et son intégrisme vestimentaire, me confiait un jour, après une matinée passée à s'éveiller à nos techniques: « Je m'aperçois sur votre écran que je passe beaucoup mieux quand j'ai l'impression de faire l'imbécile. » Pour lui, faire l'imbécile consistait à bouger, à manifester des ressentis, à vivre ses propos, à en faire beaucoup. Il avait découvert l'intérêt de se lâcher, de s'utiliser, et d'exprimer des sentiments. Malgré les incitations de son directeur de la communication, qui était lui d'origine anglo-saxonne, il n'est pas pour autant revenu travailler ces techniques avec nous. Que ce soit des assemblées générales, des conventions, des roadshows, des interviews, des débats, des présentations ou tout simplement des réunions, la vie de beaucoup d'hommes est régulièrement balisée par des prises de parole en public de toutes sortes. Autant d'occasions pour les politiques, les dirigeants d'entreprise, les cadres dirigeants ou leurs collaborateurs de s'exprimer pour convaincre du bien fondé de leur stratégie, inciter à les suivre, vendre leurs projets, dynamiser leurs équipes ou faire passer leurs messages essentiels. On constate alors souvent, à condition de disposer d'une grille de lecture minimale, que les bons communicants en France ne sont pas légion, et que le niveau moyen des interventions est encore fortement améliorable. Beaucoup n'imaginent pas la médiocrité et l'inefficacité de leurs prestations. Se sécurisant par l'intelligence du propos, à plus forte raison s'il s'agit d'un discours technique dans leur domaine d'activité, et bien souvent par des avalanches de PowerPoint marque déposées, ils se donnent bonne conscience par la diffusion d'un maximum d'informations. La gestuelle est fréquemment absente, au moins pendant les 10 premières minutes, celle qui compte, et quand elle est un peu existante, c'est souvent au prix de nombreux autocontacts par lesquels chaque main vient souvent toucher, palper, caresser sa jumelle, pour réconforter l'orateur. Le regard balaie furtivement l'auditoire, rapidement réfugié sur des notes ou sur un écran. En règle générale, le sourire est absent et n'apparaîtra tardivement que pour signifier le soulagement apporté par la fin de l'intervention. Le débit est souvent linéaire et monocorde, le discours truffé de nombreux « e » qui viennent sonoriser la réflexion de l'orateur. De fréquents mots parasites, alors, en fait, quand même, un petit peu, je dirais, si vous voulez, donc, voyez-vous. Disons effectivement, véritablement, n'est-ce pas, assure qu'aucune rupture, aucun silence ne viendront altérer la monotonie de l'intervention. Le discours est fréquemment long, l'orateur hésitant et sa prise de parole épuisante tant pour lui-même que pour son public. Peut-être pense-t-il pouvoir se refaire avec le temps ? C'est rarement le cas, tant l'impact des premières minutes sera durable. Il est assez étonnant de constater que de telles personnes n'imaginent pas l'intérêt qu'elles pourraient avoir à apprendre à communiquer avec leur public, le plus souvent d'ailleurs parce qu'elles ignorent l'existence de techniques. Cet apprentissage ne fait pas partie des cycles scolaires traditionnels. L'université ou les grandes écoles l'ignorent, à l'exception de quelques-unes qui s'y intéressent timidement. La formation à la communication y est pressentie comme nécessaire, mais est souvent distribuée chichement par des enseignants généralistes, non spécialistes de ces techniques, et n'ayant pas réellement la capacité à assurer le travail à accomplir. Bizarrement, la culture française, comme toutes les cultures latines, est pourtant particulièrement orientée sur la forme. La forme, c'est-à-dire l'apparence, par opposition au fond, est effectivement prédominante dans l'expression française. Les belles lettres, les beaux-arts, les arts décoratifs, la gastronomie, la haute couture, la mode, la coiffure, la parfumerie, la joaillerie, l'orfèvrerie, la diplomatie, le design sont des disciplines où les Français excellent. Le paradoxe est qu'en matière de communication, cette forme n'est pas au rendez-vous. La culture italienne, toute latine qu'elle soit, est non seulement particulièrement marquée elle, par le rôle de l'Église et par ses préceptes, mais elle est logée à la même enseigne que la nôtre et les Italiens ne sont pas meilleurs communicants. Pourtant pour eux, faire bonne impression, bonne figure, bella figura est essentiel, notamment pour leur réussite professionnelle. Quant aux Espagnols, ils ne sont pas meilleurs et sont même plutôt moins bien lotis que les Français, ce que la filiale espagnole de ma société m'a donné maintes fois l'occasion de vérifier. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les prestations audiovisuelles des membres des derniers gouvernements espagnols. Bref, les aspects de forme étant chez nous absents, on constate que nombre d'orateurs se réfugient dans le fond et l'étalement de leurs connaissances. À force d'aller au fond des choses, on y reste, disait Sacha Guitry. Aujourd'hui,
Les Américains se gaussent de l'intellectualisme dont sont empreints nos discours hexagonaux. Leurs interventions orales, souvent claires et directes, sont systématiquement bien meilleures que les nôtres, et cela avec un contenu loin d'être toujours supérieur. Heureusement, la mondialisation aidant, une prise de conscience commence à se faire. Il y a une dizaine d'années, j'abordais ces aspects de communication avec l'un des membres du comité de direction de Schneider Electric. « Vous avez parfaitement raison », me confiait-il. D'ailleurs, lorsque nous sommes en meeting avec les dirigeants de Square-D, notre filiale américaine, nous avons l'impression que les patrons du groupe, ce sont eux. Heureusement, les choses ont changé dans cette entreprise, et la communication des membres du comité de direction est aujourd'hui tout à fait performante. J'entendais néanmoins il y a quelques semaines, quasiment mot pour mot la même réflexion dans une autre entreprise française, elle aussi très présente à l'international. Il en reste malheureusement un certain nombre, où cette remarque est d'actualité. Privilégiant le fond, nous sommes souvent inconscients de l'impact que l'image peut revêtir. Jusqu'à maintenant nous avons toujours fait comme cela, et apparemment cela n'a pas si mal marché. Inconscients de l'impact positif que des techniques peuvent apporter. Les techniques, vous les pensez le plus souvent réservées aux politiques. Eux, c'est leur métier que de communiquer, et vous pensez déjà disposer de celles qui vous sont nécessaires. D'ailleurs, dès votre premier arrêt, vous communiquiez et vous n'avez pas arrêté. Seulement, vous êtes dans une posture identique à celle d'une personne qui chercherait seule à pratiquer un sport quelque peu technique, comme le golf, mais cela est vrai pour beaucoup d'autres sports, sans avoir pris le moindre cours, sans le moindre enseignement, sans le moindre coach. À la différence d'un sport de loisir ou de compétition où vos contre-performances n'ont bien souvent d'autres conséquences que celle d'affecter votre ego, l'absence de technique de communication, gestuelle insuffisante, regard et sourire inexistants, absence de silence et de variations sonores, etc., peut avoir, malgré vous, des conséquences lourdes et fâcheuses. Inexistence ou faiblesse d'impact, entraînant une non-réception du message, donc une non-transmission réelle des informations. Cela signifie que l'objectif ne sera pas atteint, que l'intervention n'aura servi à rien, ou à peu de choses, si ce n'est à vous desservir en figeant l'image durable d'un individu que l'on n'a pas vraiment envie de revoir ou de réentendre. Et pourtant, pour paraphraser Jacques Séguéla, la communication, c'est comme le chinois, cela s'apprend. Découvrir et s'approprier les outils de la prise de parole en public permet de renforcer sa communication interpersonnelle, non seulement en public, mais en toutes circonstances. Il est indispensable de prendre conscience que chaque Français, à des degrés divers de sa personnalité, a bien souvent besoin d'un véritable déblocage, d'un besoin de casser le carcan dans lequel il est enfermé en matière de techniques de communication, pour lui permettre d'effectuer des prises de conscience et d'intégrer les outils lui permettant d'oser se mettre en avant, d'avoir une vraie présence en public en sachant s'utiliser physiquement pour faire passer ses idées, vendre. Ah, le vilain terme qui lui aussi fait fuir, son message, sa personne, savoir théâtraliser son intervention, développer sa personnalité, son charisme, son leadership. En France, comme dans les autres pays européens, à des degrés parfois différents, nous souffrons d'une vraie carence en la matière. Il s'agit d'un problème général, d'un blocage national, presque totalement ignoré et rarement abordé. Pourquoi ? Probablement parce que chacun culpabilise et gère ses complexes seul dans son coin. Après tout, on préfère oublier rapidement ses mauvaises expériences, parce que la prise de conscience collective n'a jamais eu lieu, parce que ce problème de société n'est pas souvent traité par des journalistes qui sont eux-mêmes victimes du système et qui, en tant que spécialistes de la communication, puisqu'ils sont journalistes, n'osent pas s'aventurer en terre inconnue. Ce mal français, ce handicap culturel n'est que très peu dénoncé, d'autant que l'on voit rapidement poindre la responsabilité de l'éducation nationale et les difficultés de changement qui collent au basque du mammouth. Le développement des médias sociaux et des nouvelles technologies n'y changera rien. La diminution des rencontres en live, des réunions, des échanges interpersonnels et des prises de parole en public ne fera que renforcer le poids des interventions qui resteront. Devenue plus rare, positive comme négative, l'image de chaque communicant n'en sera que plus durable. Le système en place continue au fil des ans de faire ses dégâts, et de très nombreuses victimes. Peu nombreux au contraire, semblent être ceux à même de faire changer les choses. Ne peut-on imaginer de remettre en cause notre héritage judéo-chrétien, de faire bouger les lignes,
d'intéresser l'éducation nationale à une vraie réforme comportementale, d'oser poser des questions telles que « Quel est donc le poids de la forme par rapport au fond ? Quel est le véritable secret des bons orateurs ? Y a-t-il réellement un modèle anglo-saxon ? Comment peut-on mettre en route le changement, si une telle chose est possible ? Faut-il nous contenter de notre médiocrité, ou imaginer une refonte du système ? Bref, faut-il que le coq gaulois continue de gratter avec les poules, ou faire en sorte qu'il puisse un jour voler avec l'aigle américain ? 2. Notre héritage, judéo-chrétien. L'Église. Le théâtre est né de l'Église. Elle ne lui pardonnera jamais. Jalousie de métier, indique Sacha Guitry dans toute réflexion faite. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, la représentation des mystères par des comédiens dans un but purement religieux ne posait guère de difficultés. Les problèmes vont arriver plus tard. Jusqu'au XIXe siècle, les comédiens se verront souvent refuser leur inhumation au cimetière, les actrices exerceront une profession perçue comme libertine, il y aura quasiment confusion entre deux métiers particulièrement physiques que sont celui de prostituée et celui de comédienne. C'est d'ailleurs parmi celles-ci que l'on trouvait beaucoup de cocottes, et même les maîtresses, qualifiées de poules, de nombre de notables. Il est vrai qu'un point commun unissait les deux types d'activités, une grande liberté avec le corps. Or, c'est ce rapport au corps qui va conditionner notre incapacité culturelle et généralisée à communiquer, car c'est normalement avec le corps tout entier que l'on communique. Tout démarre à la fin du Moyen-Âge où le corps est rejeté du côté de l'animal, du dégradant, du mauvais, voire de l'empire de Satan. Il suffit de lire saint Augustin et les pères de l'Église. Les acteurs religieux de l'époque ont voulu voir domestiquer et contrôler nos passions. Au-delà de l'action de certains intégristes comme Jean de la Croix qui entreprennent de se rapprocher du Christ de douleur par un partage des tourments, les silices, type Da Vinci Code, sont de sortie, le corps est perçu comme ne méritant absolument aucun respect. Ne parlons pas des soins élémentaires d'hygiène. Le corps est repoussant de saleté, grouillant de vermine, mais au-delà, de la façon générale dont l'Église condamne les douceurs de la vie. Dompter sa chair, c'est d'abord s'infliger une féroce discipline. On ressort en exemple les grands modèles médiévaux de l'ascétisme, Saint Jérôme, Saint Antoine. Je ne suis qu'un fumier. Je dois demander à notre Seigneur qu'à ma mort on jette mon corps aux ordures pour qu'il soit dévoré par les oiseaux et les chiens. N'est-ce pas là ce que je dois désirer pour le châtiment de mes péchés ? C'est écrié Ignace de Loyola. Les religieuses prennent quant à elles volontiers pour modèle des figures de femmes qui passent pour avoir châtié leur corps, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila. Parce qu'elle permet d'acquérir de solides vertus et implique la méditation des épisodes de la Passion du Christ, l'ascèse est de plus en plus envisagée à partir de la fin du XVIe siècle comme une préparation à la réception de grâce. Ces modèles vertueux vont bien évidemment influencer les siècles à venir. La nécessité pour tous de domestiquer et de contrôler ces passions va donc s'imposer. Il était non seulement question de refouler notre part d'animalité, mais aussi d'économiser notre corps pour le conserver tel que Dieu l'a fait, donc, de l'ignorer, afin de n'être soumis à aucune tentation. Il s'agissait de ne pas se trouver devant une incapacité à gérer nos pulsions corporelles. Bien évidemment, par-delà le corps, c'était l'acte sexuel qui était visé, les zones sexuelles étant d'ailleurs couramment désignées comme étant des parties honteuses. On sait même qu'à Versailles, on allait jusqu'à camoufler la baignoire de la reine. Dans les pays catholiques, ce sont donc des angoisses de vulnérabilité qui vont diriger les comportements. Tout ce qui apparaît comme une complaisance, comme une faiblesse à l'égard du corps, est considéré comme source de mauvaises pensées, le corps doit sans cesse être surveillé et contraint. C'est donc la maîtrise, l'annulation si elle est possible, de tous les appétits du corps qu'exalte l'ascèse au profit de la dimension spirituelle de l'humain. On retrouve ici l'opposition corps-esprit qui va marquer la culture française à travers les rapports forme et fond. Nous aurons l'occasion d'en reparler. La communication va dès lors souvent être appréhendée en termes d'opposition et de domination de l'une sur l'autre. Ainsi, le corps a été censuré, banni et considéré comme tabou. Quel rapport avec la communication, me direz-vous ? Sans griller les étapes, je vous confirme qu'une prise de parole implique un engagement physique au même titre qu'un sport. Les éventuels déplacements, les appuis au sol, la verticalité du buste, ses inclinaisons,
l'utilisation des bras, de la main, des doigts, du regard, du visage, des lèvres, de la bouche notamment le sourire, des expressions et autres mimiques, tout cela participe ou devrait participer à l'expression des messages. Eh bien, depuis des siècles, fort de cette culture judéo-chrétienne par ailleurs teintée de jansénisme, le plaisir était condamnable, nous nous sommes réfugiés dans le raisonnement, l'intellect, le cérébral. Le maître de philosophie a tué le maître de gymnastique. Nous avons privilégié l'écrit, la connaissance et la couverture du sujet au détriment de l'expression. À travers l'histoire, on trouve quelques exceptions, notamment chez les jésuites qui vont enseigner la maîtrise physique par le théâtre. Surveiller ses gestes, maîtriser sa voix, corriger ses tenues, préparer à la vie mondaine dans une société où se codent fortement bienséance et comportement. Inflexion et agrément de la voix, élégance du geste, dignité de la démarche, contenance de la décence et de la grâce. Comme le souligne fort élégamment le politologue Philippe Reynaud, entretien à l'expansion de décembre-janvier 2013, au XVIIIe siècle, la politesse et la distinction pouvaient compenser les inégalités de fortune et de naissance. L'acquis du beau langage corrigeait l'inné du haut lignage. La société de cour se préparait dans l'apprentissage du jeu d'acteur. Les jésuites avaient bien vu tout l'intérêt que la maîtrise de ces aspects pouvait revêtir pour les jeunes gens qui en bénéficiaient. Souvent précurseurs dans de nombreux domaines, ceux-ci avaient perçu ici l'intérêt de tels enseignements, confiance en soi, aisance relationnelle et efficacité rhétorique pour emporter l'adhésion de son public. Cette analyse de notre rapport au corps, qui est celle de beaucoup d'historiens, n'est pas partagée par l'excellent philosophe Michel Serres qu'à l'occasion d'un séminaire en sa compagnie, j'interrogeais sur la question. Dédouanant la chrétienté, il m'indiquait que nos blocages proviendraient à son avis plutôt du besoin de cacher un corps de douleur et de maladie. À des époques où la médecine était inefficace, les épidémies et les maladies étaient fréquentes, le corps du commun des mortels n'était probablement pas beau à montrer. Saleté, plaies, infections, caries, dermatoses, kystes, goitres, malformations, c'est bon, j'arrête, était le lot de beaucoup de nos concitoyens. Et ils ne pensaient pas que la dimension religieuse était forcément à l'origine de nos blocages. De toutes les manières, quelles qu'en soient les causes, le corps a été caché et censuré. En communication, la forme, c'est-à-dire l'image du communicant, a été négligée et le fond privilégié. En Europe, le siècle des Lumières éclairant le monde de son universalisme a lui aussi occulté ses aspects formels. En France, il faudra attendre le gouvernement de Vichy pour voir quelques intérêts pour le corps renaître et disparaître rapidement. Par une circulaire du 15 novembre 1940 de Georges Ripert, ministre de l'Éducation, est créée l'éducation générale et sportive visant à introduire le corps au sein du dispositif scolaire. Notons qu'au-delà des matières classiques, à dominante sportive et physique, on va trouver des matières innovantes parmi lesquelles le chant choral, l'initiation musicale et les représentations théâtrales. Compte tenu des visées idéologiques pernicieuses sous-jacentes, la libération mettra un terme à cette tentative qui n'a jusqu'à nos jours pas eu de suite. De l'autre côté de l'Atlantique, la démocratie américaine a, elle, compris depuis longtemps l'importance de la forme et de l'image, et a rapidement inscrit la communication dans la plupart des programmes scolaires. Nous allons voir que nous sommes bien loin de tout cela, et que nous souffrons d'un handicap national dont la prise de conscience reste à faire. 3. Dès les bancs de l'école. Le modèle français. Si notre éducation nous a inconsciemment appris à censurer notre corps, à ne pas le regarder et à éviter de l'utiliser face à un public, c'est essentiellement à l'école que naissent tous nos blocages. Pour moi, c'était celle des pères maristes à Lyon, qui était et a su rester une excellente école. Mais que ce soit l'école privée ou l'école publique, le collège ou le lycée, Paris ou les régions, notre apprentissage a été le même. Il le reste encore, les enseignants d'aujourd'hui reproduisant ce qu'ils ont eux-mêmes appris. L'école a appris aux élèves à anéantir toute gestuelle, à débiter rapidement leur récitation. En cas d'hésitation, la mauvaise note est assurée. À avoir peur des silences, il leur faut trouver le mot juste, surtout ne pas se tromper. Ils y ont appris l'humiliation, la peur du ridicule. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, le système scolaire nous imposait des consignes strictes. Se tenir droit, ne pas se singulariser, ne pas bouger, rester durant de longues minutes aligné, en rang, les bras croisés, sans faire un geste, jusqu'à l'obtention d'un silence total et général.
Face au professeur, il fallait rapidement baisser les yeux pour ne pas être considéré comme insolent. En cours, il ne fallait pas rire ou sourire, au risque d'être perçu comme dissipé et de se faire sanctionner. Rapidement, nous avons appris qu'il ne fallait pas répondre à un enseignant, même si nous avions quelque chose d'intéressant à dire. Essayer de convaincre son professeur de son point de vue pouvait entraîner pour l'enfant une forte réprimande. L'entêté devait donc apprendre à se taire, au risque de perdre toute confiance en lui, à moins que cela ne fasse de lui un rebelle. Je parle à l'imparfait, et peut-être pensez-vous que les choses ont évolué, que dans telle ou telle école on pratique différemment? Tant mieux si c'est le cas, mais malheureusement le constat général n'est pas brillant et le modèle de référence reste globalement le même en France et dans la plupart des pays européens. D'une façon générale, nous avons appris à cacher notre ressenti, nos émotions. Tant chez les filles que chez les garçons, on considère qu'un enfant bien élevé ne doit en effet pas montrer ses émotions. Quelle honte de voir un enfant pleurer, à plus forte raison si c'est un garçon. La Grande Muette, le surnom de l'armée, prenait la relève grâce au service militaire. Les garçons ont été mis en uniforme et on leur a dit, et parfois hurlé, « Je ne veux voir qu'une tête. Garde à vous, filles. » C'est-à-dire que personne ne bouge. Un bon militaire n'a effectivement pas à avoir d'état d'âme, ni à exprimer quoi que ce soit, une armée se devant d'être mentalement uniforme pour mieux obéir. Il est probablement dommage que ce rassemblement républicain des jeunes Français qu'était le service militaire ait aussi mal évolué. Trop d'aberrations ont conduit à la disparition justifiée de ce qui aurait pu être un temps fort pour certains. Voilà ce qui s'appelait « mettre au pas ». On nous a, enfants, fait rentrer dans un moule, et l'on en est ressorti cloné et renfermé. En France, les enfants sont d'ailleurs classiquement éduqués dans un système de sanctions, de restrictions et de soumission depuis leur plus jeune âge. L'exemple anglo-saxon, notamment nord-américain, que ce soit aux USA ou au Canada, pays très performants sur les aspects des sciences humaines, est aux antipodes. L'objectif est l'épanouissement de l'enfant, non celui du directeur de l'école visant 100% de réussite au bac. Que l'enfant soit heureux dans le système scolaire, c'est important. Qu'il sourie, c'est très souhaitable. La logique est d'être positif, d'encourager, de mettre en confiance, d'aller de l'avant et de développer l'estime de soi, de voir le jeune s'épanouir et réussir sa vie. Chez nous, les écoles secondaires devraient chercher à atteindre ces objectifs plutôt que de se concentrer sur l'optimisation du score de l'établissement au baccalauréat, dans une vision trop souvent bornée, étroite ou mercantile. Beaucoup de parents d'élèves, les exemples dans l'Ouest parisien sont nombreux, savent bien que ces pseudo-réussites de l'école sont obtenues au prix d'un triage préalable des enfants. Ceux qui ne sont pas dans le moule, ceux qui n'avancent pas au même rythme que les meilleurs de la classe et qui pourraient présenter le risque de plomber les statistiques, ont presque tous, bizarrement, quitté avant la terminale ces écoles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.